Au Gadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, l'entité sioniste continue de répandre le sang à Raza. Le bilan de l'agression génocidaire s'élève à 72 032 martyrs et 171 661 blessés. Campagne massive d'arrestations en Cisjordanie occupée. Plus de 60 Palestiniens, dont des enfants, ont été arrêtés alors que l'Organisation de la coopération islamique condamne les projets d'expansion sioniste. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce lundi les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de la République du Ghana, du Royaume d'Espagne, de la République de Namibie et du Vatican. Et puis, consécration de la souveraineté algérienne à travers le lancement du méga-projet minier de Garajbilet. La revue El Jaish met l'accent sur les acquis. On en parlera plus en détail dans cette édition. Et enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU tient une séance de consultation à huis clos consacrée à la situation au Soudan, la détérioration de la situation humanitaire dans le pays en toile de fond. Bonsoir à toutes et à tous, on entame cette édition avec le bilan des victimes du génocide sioniste à Raza qui ne cesse d'augmenter jour après jour. Les derniers chiffres communiqués par les autorités palestiniennes font état de 72 032 martyrs et 171 661 blessés, en majorité des femmes et des enfants. À noter que les corps de 5 civils et 10 personnes blessées ont été transférés vers les hôpitaux de la bande au cours des dernières 24 heures. Le sud-est de l'enclave ciblé par les forces d'occupation, un Palestinien de 43 ans est tombé en martyr dimanche soir dans le quartier de Zaytoun, alors que des véhicules militaires sionistes ont ouvert le feu sur des maisons et des tentes. Des images choquantes pour certains, mais qui sont malheureusement devenues le lot quotidien des Palestiniens de Raza. Ce lundi, ils étaient nombreux à se recueillir auprès des dépouilles de leurs familles, alors que les forces d'occupation sionistes poursuivent leur raid d'agression. L'atmosphère reste lourde et les larmes ont presque séché à force de couler à flot. Le point de passage terrestre de Rafah, situé au sud de la bande, a été ouvert ce lundi pour le départ de la 6e vague de patients et de cas humanitaires, ainsi que le retour de personnes bloquées selon l'agence de presse palestinienne Wafa. À noter que depuis sa réouverture le 2 février en cours, le point de passage de Rafah a enregistré le départ de plus de 189 patients et accompagnateurs, ainsi que l'arrivée de plus de 88 citoyens auparavant bloqués. Mais le passage ne se fait pas dans les meilleures conditions pour tous. Amal Naoufel, une Palestinienne de la bande, devait accompagner son frère amputé sans succès. On écoute. Aujourd'hui, j'étais censée accompagner mon frère, j'avais mes 3 enfants avec moi, mais on les a empêchés de voyager. Mon frère, qui est amputé d'une jambe, a donc dû voyager seul. Nous avons tout essayé pour qu'il emmène ses enfants. Nous les avons suppliés au point qu'ils pleuraient et se cramponnaient à leurs jambes. Malheureusement, ils nous ont renvoyés, mes enfants et moi. Vous l'aurez compris, alors que l'ouverture du point de passage de Rafah a été accueillie comme une bouffée d'oxygène par les Gazaouis après plus de 2 ans de génocide, certains se sont retrouvés confrontés à des restrictions de passage d'un côté comme de l'autre, en plus de contrôles stricts et d'interrogatoires imposés par les forces sionistes. Les détails, Souhila Kilala. Après plus de 2 ans d'attente, ces Razaouis doivent encore attendre pour pouvoir sortir de Raza via le passage de Rafah. Même chose pour ceux qui se trouvent du côté égyptien. Des heures d'attente interminables pour un nombre très restreint de Palestiniens filtrés par une administration sioniste qui ne manque pas une occasion pour mener la vie dure aux Razaouis, allant jusqu'à empêcher les accompagnants de partir avec leurs proches malades.
Pour les Razaouis qui attendent de revenir chez eux depuis de longs mois, le chemin du retour n'a pas été de tout repos. Le retour a été ponctué de contraintes, d'obstacles et de blocages en tout genre. Le trajet était difficile. Nous sommes restés bloqués plus de 2 heures dans le bus. Quand nous avons repris la route, nous nous sommes retrouvés face à un char. Nous sommes restés sur place près d'1 heure avant qu'on nous laisse passer. Quand j'ai vu les dégâts, j'étais sous le choc. Quand je suis partie, ce n'était pas aussi désastreux. Un retour longtemps attendu dans une enclave qu'ils peinent à reconnaître. Des conditions de vie désastreuses et inhumaines qu'ils acceptent car pour eux, retrouver leur terre et leurs proches était vital. Mais personne ne se doutait que le retour à Raza allait se faire dans de telles conditions. Mains menottées, yeux bandés, fouilles corporelles, interrogatoires, menaces, des méthodes d'intimidation typiquement sionistes. Ils m'ont bandé les yeux et menotté. J'ai cru qu'ils allaient m'arrêter. Ils m'ont inspecté pendant 15 minutes. Ma famille me manquait terriblement. J'étais certes en sécurité en Égypte, mais mon esprit était constamment tourmenté. Nous ne pouvions pas dormir, rongés par l'angoisse. Mon fils a été assassiné pendant que j'étais en Égypte. Il me manque terriblement. Ils m'ont menotté, m'ont bandé les yeux et m'ont emmené dans la salle d'inspection, la salle d'interrogatoire, la salle de l'humiliation. Ils nous ont menacés de tout. Ils m'ont menacé d'emprisonnement, disant qu'ils m'emmèneraient et que je ne reverrai jamais mes enfants si je ne répondais pas à leurs questions. Au cours des 4 premiers jours de l'ouverture du passage, seuls 36 Palestiniens nécessitant des soins médicaux ont été autorisés à partir pour l'Égypte, alors que près de 20 000 autres attendent toujours de partir pour recevoir les soins médicaux nécessaires. La vague de soutien international à la cause palestinienne ne faiblit pas. Ce lundi, les Australiens ont exprimé haut et fort leur colère. Des milliers de personnes se sont rassemblées à travers le pays pour protester contre l'arrivée du président sioniste Isaac Herzog. On écoute. Franchement, je ne comprends pas pourquoi c'est lui qui vient ici. Je comprends qu'il y ait beaucoup de chagrin et de douleur suite aux événements de Bandy Beach. Bien sûr, les chefs religieux peuvent envoyer des rabbins, mais il est le président d'un pays totalement distinct, qui n'est pas une représentation de la religion. Et c'est comme la plupart des gens le disent, un criminel de guerre. Il a incité au génocide. Il a déclaré qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza, y compris des bébés et des enfants. Je ne pense pas qu'une personne comme lui devrait venir ici. Inviter cet homme ici à ce moment précis en mélangeant les problèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est tout simplement un abandon de responsabilité et d'humanité épouvantable. En Cisjordanie occupée, les forces d'occupation sionistes ont mené une campagne d'arrestation massive. Plus d'une 60aine de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été arrêtés dans différentes zones. Selon l'agence de presse palestinienne, les arrestations accompagnées de violences ont eu lieu à travers les gouvernorats de Jenin, d'El Khalil, de Naplouse, de Tulkaram, de Ramallah et d'Al-Quds occupés. Pour rappel, le nombre d'arrestations en Cisjordanie a dépassé les 21 000 depuis le début de l'agression génocidaire en octobre 2023. Et la présidence palestinienne a condamné les décisions dangereuses de l'occupation sioniste d'annexer des parties de la Cisjordanie occupée, les qualifiant d'escalade sans précédent. Dans un communiqué publié dimanche, la présidence a mis en garde contre la gravité de ces décisions qui constituent la mise en œuvre concrète de plans d'annexion et de déplacement de population, une violation flagrante du droit international et une tentative sioniste manifeste de légitimer la colonisation et le vol de terres sous souveraineté palestinienne. De son côté, l'Organisation de la coopération islamique a condamné ce lundi les projets de l'occupation sioniste d'annexer la Cisjordanie à travers l'approbation de la construction de 764 nouveaux logements dans les colonies
et l'annonce d'un plan visant à établir 17 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée au cours des 5 prochaines années. L'OCI a réitéré son appel à la communauté internationale et en particulier au Conseil de sécurité afin de prendre des mesures immédiates pour mettre fin à tous les crimes et violations commises par l'occupation. Dans ce contexte, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès de la Ligue des États arabes, l'ambassadeur Mohamed Al-Aqlouq, a annoncé la soumission ce lundi d'une demande urgente pour la tenue d'une session extraordinaire du Conseil de la Ligue au niveau des représentants permanents dès que possible, afin de discuter des moyens visant à contrer les récentes décisions agressives de l'occupationniste. Et sachez, madame, monsieur, que l'acharnement sioniste contre le Liban se poursuit. Au moins 4 Libanais, dont un enfant de 3 ans, sont tombés en martyrs, et ce dans une frappe aérienne sioniste qui visait un véhicule près du district de Taïr, au sud du pays. Et au moins 14 personnes sont mortes dans l'effondrement dimanche d'un immeuble à Tripoli au nord du pays, selon un nouveau bilan rendu public ce lundi, alors que les recherches se poursuivent dans les décombres, un chiffre qui pourrait être revu à la hausse dans les prochaines heures. Dossier nucléaire, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran, Ali Larijani, se rendra mardi à Oman. À la tête d'une délégation, Ali Larijani devrait, selon un communiqué, rencontrer de hauts responsables du sultanat d'Oman. Pour rappel, Téhéran et Washington ont renoué vendredi le dialogue à Oman pour la première fois depuis juin dernier. De retour en Algérie, on en parlait tout à l'heure en titre, le président Abdelmajid Tebboune a reçu ce lundi les lettres de créance de plusieurs nouveaux ambassadeurs, notamment Edouard Kouakou Kofi, ambassadeur de la République du Ghana, Ramiro Fernandez Bachir, ambassadeur du Royaume d'Espagne, Samuel Kafuto Mbambo, ambassadeur de la République de Namibie, et Javier Herrera Corona, ambassadeur du Saint-Siège du Vatican. España. Excellence, qui est populaire. Monsieur le Président. Namibia. Excellency and Potentiary of the Republic of Namibia. J'ai le grand honneur, République algérienne démocratique et populaire. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci, un grand plaisir, Excellence. Excellence. Ghana and Algeria. Le Ghana et l'Algérie entretiennent des relations solides et anciennes, profondément enracinées dans l'histoire. C'est ce type de relation que nous souhaitons renforcer à l'avenir. Nous avons tous été impressionnés par l'esprit de leadership dont fait preuve le président Tebboune, en particulier en ce qui concerne le lancement du projet de voie ferrée, s'étendant sur près de 1000 km, un projet de développement auquel l'Afrique aspire. Nous nous sommes mis d'accord et avons discuté de la visite à venir du pape Léon XIV en Algérie. C'est une visite qui renforcera les liens d'amitié et le respect mutuel entre nos deux pays. Nous tenons à élever nos relations économiques au même niveau que nos relations politiques. Je suis persuadée que l'Algérie sera à nos côtés dans la lutte pour développer notre pays.
Dans l'actualité également, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a salué les déclarations du président Abdelmadjid Tebboune lors de sa dernière entrevue périodique avec les représentants des médias concernant les relations entre les deux pays, lesquelles reflètent la profondeur des liens historiques unissant l'Algérie et l'Égypte, affirmant dans un message publié sur les réseaux sociaux que la solidarité entre frères constituait la véritable garantie pour la préservation des intérêts communs et le renforcement de la stabilité des deux pays. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a coprésidé ce lundi avec le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères de la République de Lettonie la deuxième session des consultations politiques bilatérales algéro-lettonnes à Riga, la capitale. Ces entretiens ont permis de faire le point sur les relations amicales qui lient les deux pays, fondées sur les valeurs de solidarité et de respect mutuel, ainsi que sur les moyens de renforcer le cadre institutionnel et juridique de la coopération bilatérale afin de lui donner davantage d'élan. L'Algérie a officiellement lancé ce lundi le système national de gouvernance des données, concrétisant ainsi les orientations stratégiques de l'État visant à renforcer la souveraineté numérique et à ancrer les principes de transparence et de gestion rigoureuse des données. À cette occasion, le Premier ministre Sifir Lieb a déclaré que cet événement constituait une étape importante permettant de valoriser l'un des acquis majeurs de la transformation numérique dans le pays. Ce système met en valeur l'importance des données comme moteur essentiel de l'innovation. Il repose sur des règles modernes pour organiser les données, faciliter leur accès, encadrer leur exploitation et encourager leur réutilisation. Cela permet de renforcer la transparence, de soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat numérique, d'appuyer la recherche scientifique appliquée et de développer des solutions numériques à forte valeur ajoutée. L'objectif est de favoriser un développement économique et social durable et inclusif, tout en renforçant la souveraineté numérique nationale, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. À l'échelle internationale, ce système vise à aligner l'environnement numérique national sur les normes et pratiques internationales, à améliorer l'interopérabilité et à renforcer la coopération entre les pays afin de positionner notre pays comme un partenaire fiable et actif dans l'espace numérique international. De son côté, la ministre de la Numérisation et des Statistiques, Mariam Ben Mouloud, est revenue sur les objectifs de ce modèle national conçu pour améliorer la gestion des données, renforcer la transparence et appuyer une prise de décision publique plus efficace, tout en assurant la sécurité de l'information et la souveraineté numérique. Ce modèle national vise à mettre en place un cadre technique et organisationnel unifié pour la gestion et la gouvernance des données, afin de limiter l'anarchie dans l'échange, l'exploitation et la duplication des données, ainsi que l'impossibilité d'en assurer la traçabilité. Cette situation s'est traduite par une exploitation limitée du potentiel des données au service de la prise de décision publique et de l'orientation des politiques nationales. Elle a également engendré des risques croissants liés à la sécurité de l'information et à la protection de la vie privée, ainsi qu'à la souveraineté numérique. Zoom à présent sur la une du dernier numéro de la revue El Jaish. Le journal a mis en lumière l'inauguration du méga-projet stratégique et le lancement officiel par le président Abdelmadjid Tebboune de l'exploitation de la ligne minière ferroviaire reliant le gisement de Garaj Bilet à Tindouf et Béchar. Une consécration claire et nette de la souveraineté algérienne sur le projet. Avec l'inauguration de ce méga-projet stratégique, nous assistons, comme l'a souligné le président de la République dans son allocution à cette occasion, à une des étapes de la concrétisation d'une réalisation nationale stratégique et historique longtemps évoquée comme un rêve lointain, mais que nous avons réussi à concrétiser en nous inspirant du nationalisme mobilisateur qui a galvanisé les consciences de nos aïeux et leur a donné la force d'affronter le colonialisme odieux. Précisons que tous les moyens ont été mobilisés pour atteindre les objectifs escomptés dans l'Algérie souveraine, fière et victorieuse, qui avance résolument vers la réalisation
l'atteinte de ces objectifs pour se libérer de la dépendance aux hydrocarbures et miser sur nos propres capacités, grâce aux richesses et aux ressources dont Dieu Tout-Puissant nous a gratifiés dans toutes les régions de notre chère patrie, mais aussi grâce aux volontés nationales sincères, aux compétences et au savoir-faire capables de porter l'Algérie à bout de bras, quels que soient les efforts à déployer et les sacrifices à consentir. Par ailleurs, s'exprimant au micro d'Al24 News, Éthiopie Tafara, vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, est revenu sur l'impact global que peuvent avoir des projets structurants tels que le projet de Garage Billet sur le désenclavement des régions reculées et le renforcement des échanges économiques. Ce qui est important dans le développement, il y a deux choses qui sont très importantes, deux piliers fondateurs. L'énergie et... Parlons des transports et logistiques et digital. En fait, quand on essaie de créer de l'emploi, ce qui est important, c'est de lier les gens au marché et les marchés au marché. Et ça se fait avec l'infrastructure physique, donc les trains, les ports, les routes, et l'infrastructure digitale. Parce qu'aujourd'hui, pour connecter les gens au marché et les marchés au marché, il faut les deux choses. Donc, des rails peuvent être vraiment du transport très important pour créer des corridors économiques qui lient des gens au marché. Ce genre d'infrastructure a comme objectif de prendre des gens qui sont isolés et les apporter au marché, de les connecter aux autres. Donc, c'est très important. Sinon, ils restent isolés. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'autres moyens de transport, tout ce qui est fait par ces gens, toute l'activité économique ne peut pas être centralisée et bénéficier d'autres personnes. Au Maroc, 4 personnes se sont noyées à Tétouan dans le nord, tandis qu'une 5e est toujours portée disparue en raison des inondations et des pluies torrentielles qui ravagent le pays. Les citoyens sinistrés ont par ailleurs dénoncé l'isolement et la marginalisation dont ils sont victimes de la part des autorités centrales. On écoute. Dans le village duquel est issu le chef du gouvernement, il faut savoir que tout parvient en temps et en heure. Les ambulances, les aides, tout leur parvient alors qu'ils n'y ont même pas droit. Faut-il signaler que pour certains, il n'y a même pas une couverture pendant que les populations qui sont ici, pendant que nous, on se bat jour et nuit contre ces inondations et ils font mine de n'avoir rien vu. Mais quelle injustice! Ceux qui osent parler sont traités de traîtres. N'avons-nous donc pas le droit à la vie? Pourquoi cette quarantaine? Pourquoi cette hypocrisie? Le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce lundi une séance de consultation à huis clos consacrée à la situation au Soudan, à la suite de la dernière alerte du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, et ce concernant la détérioration de la situation humanitaire dans le pays. Pour sa part, l'autorité intergouvernementale pour le développement a salué ce lundi la décision du Soudan de reprendre pleinement sa participation aux activités de l'organisation, y voyant une confirmation de la solidarité régionale et de l'engagement collectif en faveur de la paix et de la stabilité. Toujours en Afrique, le gouvernement namibien a annoncé son refus de reconnaître l'accord conclu entre le groupe français Total Energies et le groupe brésilien Petrobras concernant l'acquisition de participations dans des permis d'exploration pétrolière au large des côtes du pays. Le ministère namibien de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a déclaré que l'accord tel que divulgué par les deux entreprises n'avait pas respecté les procédures légales en vigueur, indiquant ne pas avoir été informé au préalable de cet accord, comme l'exige la loi namibienne sur le pétrole. Au moins 53 personnes sont mortes ou portées disparues après le naufrage d'une embarcation transportant des migrants au large des côtes libyennes. C'est ce qu'a indiqué ce lundi l'Organisation internationale pour les migrations. Seules 2 femmes nigérianes ont été secourues lors d'une opération de recherche et de sauvetage menée par les autorités libyennes.
Conférence sur la sécurité de Munich. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio conduira une importante délégation de responsables américains. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le responsable de ce rassemblement annuel d'experts et de décideurs politiques en matière de sécurité. Je vous propose de l'écouter. À mon avis, les relations transatlantiques traversent actuellement une grave crise de confiance et de crédibilité. C'est pourquoi il est particulièrement réjouissant de constater l'intérêt si vif que porte la partie américaine à Munich. J'attends la présence de plus de 50 membres du Congrès américain et d'une importante délégation du gouvernement américain conduite, selon mes dernières informations, par le secrétaire d'État Marco Rubio. Je suppose que, comme les années précédentes, la délégation ukrainienne sera conduite par le président Zelensky en personne. Conflit en Ukraine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les accords conclus à Anchorage entre le président Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump restaient fondamentaux pour les relations russo-américaines et pour les efforts de paix. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.